Et on va démarrer ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, vous êtes sur le webinaire de la formation ingénieur de spécialité en génie industriel pour l'aéronautique et l'espace. Et on va passer une petite heure ensemble avec mes collègues des autres écoles pour vous présenter cette formation et vous permettre également de poser des questions. Donc, petit point technique au démarrage pour commencer. Vous avez un bouton Q et R quelque part sur votre écran que vous pouvez activer pour poser des questions. Et on a plein de personnes derrière qui vont répondre à ces questions dans le chat et vous verrez donc les réponses apparaître automatiquement pendant le déroulé du webinaire et vous pourrez les consulter. Et on gardera quelques questions qui apparaissent un petit peu tout le temps, là, les questions un peu génériques, pour une séance de questions-réponses tout à la fin, en plus du témoignage de certains apprentis qui sont actuellement dans nos écoles et qui sont là pour vous répondre. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Samuel Rivalan, je suis le responsable de cette formation côté super-héros. Et puis je suis accompagné par trois de mes collègues, un de chaque autre école, qui se présenteront à chaque fois qu'ils interviendront tout à l'heure pendant la présentation. Donc cette formation est une formation du groupe ISAE. C'est pas une formation d'une école. Donc on est effectivement quatre écoles à participer à cette formation. Et le groupe ISAE est un pôle mondial de formation et de recherche en ingénierie aéronautique et spatiale qui regroupe la plupart des écoles d'aéronautique en France. La formation dont on parle aujourd'hui, c'est une formation ingénieur qui est sous un statut spécifique, puisque c'est sous le statut d'apprenti. C'est un cursus qui a été mis en place il y a 5 ans, puisqu'on a fait la première promotion en 2020 à Super Héros. Un cursus qui a été mis en place pour répondre à des besoins industriels. Donc je vais vous présenter ça. Ensuite, on vous présentera le contenu de la formation. Une formation qui est proposée sur 4 sites. Donc, on vous présentera chacune des spécificités. Ensuite, on vous présentera les résultats du recrutement 2025 pour que vous ayez un petit peu des chiffres et la procédure d'admission pour vous, donc pour 2026. Et enfin, on finira avec les fameux témoignages des apprentis et les questions-réponses. Donc, pour commencer sur le contexte, vous avez ici une carte justement du groupe ISAE et des différentes écoles qui en font partie. Le cursus dont on parle aujourd'hui, la formation ingénieur spécialité génie industriel pour l'aéronautique et l'espace, est délivré par quatre de toutes ces écoles qui appartiennent au groupe. Donc l'ISAE Super Héros, on a commencé en 2020, et puis progressivement sont rentrés dans la formation l'ISAE ANSMA l'année suivante, l'ISAE SupMeca l'année suivante et l'ESTACA l'année dernière en 2025. Donc quatre écoles qui délivrent la même formation sur les 2 premières années et qui ont une option de troisième année différente, donc différente sur chacun des sites, avec une possibilité de mobilité quand vous êtes dans une école pour accéder à la troisième année de l'autre école. Et le diplôme est délivré par chacune des écoles. Ça, c'est une obligation de la commission des titres d'ingénieur, la CTI. Donc, c'est pas un diplôme de groupe, c'est un diplôme délivré par l'école dans laquelle vous êtes inscrit et vous passez vos 2 premières années. Alors, l'objectif de cette formation, c'est de former des ingénieurs industrialisation et méthode pour l'aéronautique et l'espace. Ce sont des ingénieurs qui sont censés pouvoir assurer une interface entre le bureau d'études et la chaîne de production. Et pour ce faire, eh bien, on a un profil et des missions qui sont basés sur, premièrement, un large socle scientifique et technique. On vous apprendra à être bon gestionnaire de projet, également être manager d'équipe technique, et puis vous pourrez évoluer dans des PME, des PMI ou des grands groupes industriels. Je vais laisser la place à Annette, enfin la parole à Annette Roy de l'ISAE Ansma. Donc, je m'appelle Annette Roy, je suis effectivement responsable de cette formation à l'IGE-Lancement. Et donc, moi, je vais vous présenter la partie formation
un peu plus précisément dans son contenu. D'abord, le tronc commun sur les 2 premières années et ensuite la spécialisation qu'on propose à l'ensemble. Donc, l'apprentissage, c'est quoi? C'est bien sûr une formation qui alterne des périodes en entreprise et à l'école. Donc, être un apprenti, c'est à la fois être un salarié et un étudiant. Donc, les avantages pour l'apprenti sont une formation pratique au sein de l'entreprise, un suivi personnalisé par un double tutorat. Donc, vous avez bien sûr un maître d'apprentissage dans l'entreprise qui suit votre travail dans l'entreprise, mais vous êtes également suivi par un tuteur pédagogique de l'école qui fait le lien entre l'école et l'entreprise et donc, l'apprenti, bien évidemment. Les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise. Vous avez un salaire qui dépend de votre âge et de la convention collective de l'entreprise. Et les mêmes droits, bien sûr, que tout salarié de l'entreprise. Donc, couverture sociale, ticket restaurant, prise en charge d'une partie du transport. Donc ça dépend aussi des accords collectifs de l'entreprise. Donc, c'est une formation qui se déroule sur 3 ans, 1800 heures sur ces 3 années. Je parle des heures d'enseignement, donc avec 700 heures d'enseignement en première année, 600 en deuxième, 500 en troisième année. Donc inversement, le temps passé en entreprise va de manière croissante dans les 3 années. Donc sur le graphique de droite, vous avez la répartition des heures passées en entreprise, en bleu foncé, et à l'école en jaune. Donc, les enseignements à l'école sont répartis en 6 unités d'enseignement. Donc, c'est des groupes d'enseignement. Donc, sciences et de l'information, mathématiques et physique, on verra plus précisément juste après ce que c'est. D'accord? Une unité d'enseignement technologie, euh, une unité aérospace, outils et méthodes d'industrialisation, sciences de l'entreprise, sciences humaines et communication. Alors, vous voyez que les deux, en fait, l'unité d'enseignement aérospace, outils et méthodes de l'industrialisation, constituent finalement la spécialisation génie industriel pour l'aéronautique et l'espace. Et puis, il y a une unité d'enseignement qui comporte 2 projets, et un en deuxième année qui fait découvrir aux apprentis le côté bureau d'études, recherche et développement, et un projet de troisième année où là, l'apprenti met en œuvre l'ensemble des acquis des 3 années et plus particulièrement autour de l'option sur le site qu'il a choisi. Donc, et une UE qui comporte l'option du site d'un des, d'une des 4 écoles. Pardon. Vous avez ici la répartition des unités d'enseignement en termes des heures. Donc, vous voyez que c'est relativement équilibré, avec quand même une part majoritaire donnée en première année aux sciences fondamentales qui vous permettent, c'est les sciences de l'information mathématique et physique, qui vous permettent après, bien sûr, d'avoir les acquis pour les autres unités d'enseignement. Donc ici, vous avez un peu le détail des unités d'enseignement d'origine franco-commun qui est décliné de manière identique dans les 4 écoles, donc pour les 2 premières années. Donc avec le contenu de chaque unité d'enseignement. Euh, donc, je vous laisse lire. Bien sûr, vous avez dans la première UE de l'informatique, de la mécanique des fluides. Sur l'UE technologique, la cybersécurité, de la CAO, comportement des matériaux. Et puis, donc, l'UE aérospace, qui est vraiment
donc des cours plus spécifiques autour de l'aéronautique et du spatial, comme de la mécanique du vol, des structures aérospatiales. Outils et méthodes de l'industrialisation, c'est ce qui constitue aussi le côté spécialité génie industriel. Donc, vous allez faire la qualité, la certification, la gestion de projet, la conception fonctionnelle, méthode de fabrication, organisation industrielle, et puis euh, un module autour de l'usine de futur. Donc, c'est tout ce qui est euh, usine 4.0, 5.0, là, avec la robotisation et tous ces enjeux. Sciences de l'entreprise, donc avec la stratégie de l'entreprise, l'analyse des coûts, mais aussi un module autour du développement durable, de la stratégie de l'entreprise, et une UE autour des sciences humaines et communication, avec la communication écrite et orale, de l'anglais, bien sûr, euh, des notions de management humain et un module qui est fait en troisième année sur une technique d'innovation qui s'appelle le design thinking parce que ça découle des méthodes de création des designers. Et les deux UE enfin, avec qui comportent les deux projets dont je vous ai déjà parlé, un en deuxième année, un en troisième année. Alors, pour être diplômé, il faut en plus passer une période, il y a une obligation de- de passer une période à l'international, à l'étranger. Donc, ça exclut les dom par exemple. Donc, minimum 9 semaines, si possible 12 semaines, c'est ce qui est préconisé par la commission des titres de l'ingénieur dans un pays étranger, comme je le disais, et c'est à réaliser sur une période d'alternance en entreprise. Et il faut aussi valider un niveau de B2 en anglais, et généralement dans nos écoles, c'est validé par le test de TOEIC. Donc là, on va vous présenter les spécialités, les options proposées par les 4 sites. Donc, je vais enchaîner sur celles proposées sur le site de Poitiers. Alors déjà, je précise que nous, on propose 28 places pour formation par apprentissage. Et notre option en troisième année est autour des systèmes énergétiques et des matériaux avancés. Donc avec des modules comme l'industrialisation des systèmes propulsifs. Donc ça introduit les enjeux de l'industrialisation des systèmes propulsifs, notamment pour les avions et les systèmes spatiaux. Euh, un module autour de l'intégration aérodynamique, un autour de la combustion et des performances. Donc ça va être autour des moteurs. La thermique des systèmes et deux modules qui sont plus orientés matériaux et structures. Donc le premier autour de la performance mécanique des structures et matériaux dans une démarche éco-responsable. Et le deuxième autour des matériaux pour le transport et l'énergie avec une approche par fonctionnalité. C'est-à-dire que là, on va aborder les matériaux pour la conception des moteurs, les matériaux composites pour l'allègement des structures, les matériaux pour l'électronique, etc. Et enfin, le dernier module qui s'appelle Procédés d'innovation présente deux aspects, un autour de la fabrication additive et application laser, et l'autre autour de l'électrification des systèmes. Voilà, donc je passe, Je reprends la main. Du voilà. coup, sur le site de Super Héros, nous avons 30 places.
Et l'option, c'est une option qui tourne autour de l'avionique et des systèmes embarqués. Donc les principales matières, donc des cours autour des systèmes de communication et de navigation, des cours sur les systèmes de contrôle, des cours sur les systèmes embarqués en général, des cours d'interface homme-machine, un cours sur l'analyse de données et et traitement d'images, dont en partie des analyses de données et de l'intelligence artificielle. Et puis un très gros cours qui doit prendre à peu près un quart de la dernière de l'option, qui est une application de tout ça sur, sur tous les vecteurs qu'on peut imaginer. Donc dans l'aéronautique et le spatial, drones, missiles, satellites. Lanceur, on n'a pas écrit avion, on n'a pas écrit avion. Mais aussi d'autres types de vecteurs comme une voiture autonome, un objet connecté ou de la robotique, puisque finalement les systèmes embarqués ne sont pas, c'est pas une problématique propre à l'aéronautique et l'espace. Donc, Isabelle Lemaire, responsable des formations par apprentissage de l'ISAE SUPMECA. Donc, côté site de Saint-Ouen, nous avons 24 places et nous sommes orientés vers une troisième année en pur génie industriel avec la partie logistique, système et procédés de production aéronautique. Donc, dans ce cadre, on va regarder l'évolution de la vie série, donc c'est-à-dire la production des produits lors après la phase de conception, donc la réalisation des pièces, l'assemblage, et puis enfin l'expédition. Au travers de ces éléments-là, il y a de la simulation et de l'optimisation des flux pour améliorer les cadences de production, pour améliorer également les non-conformités de production. Ça passe également par la connaissance des procédés. Donc, on cible également des procédés de fabrication additive, de matériaux composites et la partie robotisation, cobotisation des procédés. Et enfin, pour tout ce qui est la maîtrise des systèmes, on a une approche sur tout ce qui est pilotage des risques, système de fonctionnement et amélioration de la performance des systèmes. Bonsoir, donc Mathilde Savoie, responsable des formations en apprentissage au sein des STACA. Pour les STACA, c'est la formation aura lieu sur le site de Laval. Nous avons 28 places à pourvoir. Et l'option de troisième année est axée sur les technologies numériques pour la production et l'innovation éco-responsable. Donc, c'est axé sur la numérisation des systèmes et processus de production et de manière générale sur les outils numériques, pardon. Elle combine l'architecture des systèmes, les méthodes d'innovation et notamment les approches d'ingénierie système basées sur les modèles, avec notamment l'usage d'outils numériques avancés tels que l'intelligence artificielle, les maquettes numériques, la réalité virtuelle. On a aussi des principes d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie des produits afin de prendre en compte les enjeux environnementaux et de durabilité dès les phases amont des projets. Le programme aborde aussi les nouvelles technologies liées à l'allègement des structures, aux matériaux intelligents et à la performance structurale, en lien direct avec les applications industrielles actuelles. Et puis, l'option inclut aussi des outils de gestion de chaîne d'approvisionnement qui permettent de comprendre et d'optimiser les flux et les processus et les interactions entre les différents acteurs industriels. Donc, je prends la suite pour la partie recrutement. Donc, bilan du recrutement 2025 et procédure d'admission pour 2026. Pardon. Pas grave. Donc, au niveau des candidatures qui ont été sélectionnées l'année dernière et qui sont actuellement en formation dans nos différentes écoles,
On peut observer que plus de la moitié, 51%, sont issus des formations de BUT. Donc l'année dernière, on prenait principalement des buts de troisième année. On a également des BTS avec une année supplémentaire, donc soit une prépa ATS, soit une licence pro. Ça représente 10% de l'effectif. Des licences qui représentent 8% de l'effectif. Des prépas, donc de tout type, CPGE des différentes filières, qui ont représenté 24% des admis du dernier recrutement. Quelques prépas intégrés et des bachelors. Donc, du point de vue du secteur d'activité, cette formation, elle est destinée à former au travers des métiers de l'aéronautique et du spatial. Donc, on va bien retrouver dans le choix des entreprises qui est fait par les apprentis une grosse majorité des entreprises du secteur, donc plus de 57% pour l'aéronautique, 16% pour le spatial. On a quelques pourcents également sur la défense. Et on peut observer que certains apprentis font le choix d'aller dans le ferroviaire ou dans l'automobile. Il y a des méthodes de travail qui sont assez similaires dans les différents secteurs d'activité. Donc, il n'est pas impossible de choisir un domaine sectoriel qui serait différent des domaines ciblés. Et ça marche aussi pour cette formation. Donc, le site de candidature vous permet de déposer une candidature unique qui est valable pour les 4 sites. Donc, au niveau du site d'inscription, vous allez renseigner un certain nombre d'informations, dont vos titres d'accès. Donc, les titres d'accès qui sont ciblés sont les buts deuxième année et troisième année. Principalement, on va retrouver les mesures physiques, les génies mécaniques et productiques et les génies électriques et informatiques industriels. Donc, ce sont les 3 provenances principales. On peut retrouver à l'occasion aussi du sciences et génie des matériaux et du génie thermique et énergétique, mais ils sont un petit peu moins présents dans nos élèves. On va retrouver également les profils but 2 associés à une année complémentaire de type ATS et licence, tout comme les BTS. Donc, au niveau des BTS, on reste sur des BTS dits scientifiques. Donc, tous les BTS ne pourront pas être éligibles, même avec une année complémentaire. Ensuite, on va retrouver les licences scientifiques, telles que les licences sciences pour l'ingénieur, les licences de physique, les bachelors scientifiques à condition qu'il soit reconnu comme un grade de licence. Et puis, on va retrouver les classes préparatoires. Donc, attention, chaque école se réserve le droit de mettre un quota en termes de nombre de places ouvertes au CPGE, puisque l'apprentissage est avant tout destiné à permettre à des techniciens de monter en capacité et de devenir ingénieur. Donc, elle est avant tout fléchée sur les diplômes plus techniques et moins sur les classes préparatoires qui, elles, sont plutôt destinées à fournir les écoles sous statut étudiant. Donc, le dossier de candidature est unique. Vous le déposez pour les 4 écoles. Vous serez amené à être questionné à un moment donné sur vos préférences en choix d'école. Donc là, vous êtes libre effectivement de vos réponses. Vous pouvez choisir de 1 à 4 écoles. Le site est donc ouvert depuis le 7 janvier jusqu'au 2 mars à midi. Donc, ce sera une clôture automatique. Après-midi, il sera plus possible de déposer de candidature, mais il sera encore possible de compléter les dossiers. Aujourd'hui, si votre dossier n'est pas complet, ça ne vous empêche pas de le déposer. On sait très bien que les bulletins du semestre en cours peuvent parfois tarder à arriver. Et donc ça, vous avez la possibilité soit de les redéposer dans votre dossier en ligne tant que le processus est ouvert, c'est-à-dire jusqu'au 2 mars, ou alors vous pouvez l'envoyer par mail entre le 2 mars et le 20 mars. Vous pourrez l'envoyer par mail à l'adresse mail admission apprenti, qui est l'adresse de communication sur le recrutement, pour pouvoir compléter votre dossier.
Donc, dans un premier temps, on vérifie les titres d'accès, hein. On s'assure que les titres d'accès sont légitimes pour pouvoir accéder à la formation. Et si votre titre d'accès est légitime, vous pouvez être convoqué, donc vous allez être convoqué pour les épreuves écrites. Donc, les épreuves écrites sont nécessairement en présentiel. Il n'y a pas possibilité de faire du distanciel. Et ce sera une épreuve de mathématiques, une épreuve d'anglais et de français. Donc, les centres d'écrit, il y en aura un dans chaque école, avec un nombre de places limité sur chaque centre. Et donc, de la même manière, hein, dans votre dossier d'inscription, on vous demande de vous positionner sur vos préférences en termes de centre d'écrit, sachant que tant qu'on peut répondre positivement sur votre premier choix, on le fera. Mais s'il n'y a plus de place, à un moment donné, vous serez affecté sur votre deuxième choix potentiellement. Donc, parallèlement à cette phase d'écrit, il va y avoir l'étude de vos dossiers, vos résultats scolaires. Et ensuite, à partir de cette étude de dossier et des résultats tests, il y a un classement qui va permettre d'établir la liste des candidats qui vont être convoqués à un entretien de motivation. Donc, tous les entretiens de motivation donc, du 7 au 12 mai vont se passer exclusivement en visioconférence avec un jury composé de représentants des différentes écoles et également de membres industriels quand on arrive à les sélectionner également pour les jurys. Et au niveau du résultat final du processus, ce sera vers le 23 mai où vous aurez la communication de vos résultats si vous êtes admissible sur une, deux ou trois, quatre écoles en fonction de l'ensemble des informations que vous nous aurez données à ces épreuves orales. Tu passes à la suivante, s'il te plaît. En parallèle de cette démarche de recrutement côté formation, il est très important de mener le processus de recrutement côté entreprise. Les entreprises nous ont déjà informés de leur volonté de publier de plus en plus tôt les offres d'apprentissage de façon à pouvoir clôturer leur recrutement avant l'été. Donc, on s'attend à ce qu'à l'automne, il n'y ait quasiment plus d'offres de contrats d'apprentissage, ce qui veut dire qu'il faut vraiment être en position de signer son contrat avant l'été. Donc, dès mars 2026, les entreprises vont commencer à publier leurs offres sur leur site Internet. Et donc, il est important de vous mettre très vite en recherche de votre contrat d'apprentissage parce que si vous attendez la publication des résultats fin mai, vous serez passé à côté de bon nombre d'offres d'apprentissage. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en parallèle de vos études actuelles. Donc, ça peut être contraignant, mais il y a énormément de postulants sur les offres d'apprentissage et donc la sélection est aussi très forte côté entreprise. Alors, on va passer au témoignage de nos apprentis actuels qui vont se présenter quand ils vont prendre la parole. N'oubliez pas de brancher vos micros, s'il vous plaît. Alors, on va commencer à une petite question peut-être pour... allez, on va commencer par Clément au hasard. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'apprentissage? Moi, j'ai choisi l'apprentissage, je voulais un peu sortir des cours, découvrir des nouvelles choses et avoir de l'expérience professionnelle. C'est vrai que j'ai fait 2 ans de prépa intégrale Estaca et c'était 2 ans de prépa qui étaient bien, mais je voulais goûter à autre chose et goûter au monde professionnel et changer ma façon d'apprendre et ma façon de travailler aussi, globalement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un des autres apprentis qui veut ajouter quelque chose, qui a eu peut-être une vision un petit peu différente de pourquoi il est parti en apprentissage? Oui, moi je veux bien. Donc, moi je m'appelle Simon, je suis étudiant donc, en génie industriel pour l'aéronautique et l'espace à l'ISEE Supméca.
Et moi, j'ai choisi l'apprentissage parce que je trouvais important de donner une dimension concrète à un diplôme d'ingénieur. Et en découvrant cette formation, j'ai trouvé que c'était le parfait équilibre entre les acquis théoriques qu'on peut avoir en école d'ingénieur et le fait de se retrouver dans une entreprise, que ce soit un grand groupe ou une petite entreprise. On y apprend beaucoup de choses, aussi bien sur nous que d'autres façons de travailler qui ne sont pas du tout celles qu'on apprend à l'école. Ok, merci. Une autre intervention? Une vision un peu différente? Visiblement non. Alors, Elliot, pour toi, quels sont les bénéfices de cette formation? De la formation, le fait d'allier entreprise, euh, entreprise et cours, ça permet vraiment d'avoir un spectre beaucoup plus large sur le monde du travail, hein, parce que le monde du travail, c'est ce qui nous attend 3 ans après l'école d'ingénieur. Donc le fait de commencer un petit peu plus tôt aussi, ça permet d'avoir un aperçu, des connaissances. Euh, Financièrement aussi, hein, on va pas se le cacher, c'est vrai que c'est un plus, mais ça nous permet aussi d'accéder à des postes pour lesquels on n'aurait pas eu l'occasion d'accéder en fin de- de- d'école d'ingénieur, là où les alternances sont beaucoup plus spécifiques, entre guillemets, et le monde du travail, le marché du travail est euh, assez compliqué en ce moment. Donc, c'est vrai que voilà, ça permet d'avoir une bonne approche et avoir un pied dans l'entreprise, c'est déjà positif. Ok, merci. Alors, Léa, je crois que tu es en deuxième année, toi, c'est ça? Bonjour, oui, en effet, je suis en deuxième année à l'ISAE-ANSMA. Donc, tu as un petit peu plus de recul qu'Elliot. Et alors, du coup, quels sont les bénéfices que toi, tu en as tirés ou... Oui, moi, je suis dans une petite entreprise, donc ça m'a permis de pouvoir appréhender un petit peu tous les différents métiers d'ingénieur. Et cette vision, elle permet de vraiment pouvoir cibler ce qui nous intéresse à la fois donc dans le secteur de l'aéronautique et dans l'ingénierie en général. Euh, Également, je trouve ça très intéressant de pouvoir mettre en application concrètement ce qu'on étudie en cours et de pouvoir voir les impacts des connaissances qu'on développe. Euh, voilà. Tu peux nous donner un cas précis d'un truc que tu as vraiment appliqué pour leur montrer que c'est pas juste un discours? Oui, oui. On étudie de la gestion de projet, donc ça a l'air d'être une matière un petit peu dans le vent et finalement c'est très important quand même dans notre travail d'ingénieur parce que toutes les missions, tous les sujets sur lesquels on travaille doivent être gérés et on a des comptes à rendre à nos supérieurs hiérarchiques. Donc mine de rien, étudier la gestion de projet par exemple, ça reste important et on comprend où est-ce que ça s'inscrit. Ok, alors on va rester avec toi, Léa, pour la dernière question générique avant de passer aux questions en vrac qui viennent de nos auditeurs. Donc, dernière question, quel conseil tu donnerais aux candidats qui sont en face et ceux qui veulent faire le choix de ce cursus? Oui, moi, je conseillerais surtout, c'est de pas négliger la phase de candidature auprès des entreprises, parce que comme cela a déjà été dit, il y a énormément de candidats pour l'alternance et pour finalement pas tant de postes que ça. Et ne pas négliger cette phase et la réaliser très tôt. Moi, j'ai eu mes premiers entretiens, enfin mes entretiens d'ailleurs, tous les entretiens, je les ai eus sur mars et je les ai eus en l'espace de 2, 3 semaines. Donc c'est une période qui est très honnêtement très stressante et très prenante parce qu'il y a enfin le semestre à valider, il y a les examens à passer, les concours également à réviser. Et donc c'est une période qui est très intense, mais dans laquelle il faut vraiment se tenir jusqu'au bout. Ok, oui, vraiment, on vous le conseille, il faut s'y prendre vraiment très tôt. Isabelle Lemaire a insisté sur ce point-là et c'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous pourriez revenir, peut-être? Simon, quel conseil tu donnerais, toi?
Euh, ouais, enfin, je dirais aussi qu'il faut vraiment pas négliger cette phase-là d'apprentissage, quel que soit notre cursus précédent, en fait. Parce que moi, j'ai été dans le cas où j'ai voulu aller jusqu'au bout de mon cursus précédent, finir les concours, etc. Et en fait, on se retrouve dans une position où bah, les premiers postes d'apprentis sont déjà partis, où c'est assez compliqué de trouver un contrat. Et si on n'a pas un petit peu de chance ou quand on arrive à contacter la bonne personne et tout, ça peut être très, très compliqué. Et sinon, je dirais qu'il faut essayer aux entreprises de mettre en avant aussi ce qu'on fait en dehors de l'école, parce que c'est ça aussi, enfin, on a tous à peu près un bagage scientifique, compte tenu du fait qu'on postule à cette formation. Et ce qui peut faire la différence, c'est ce qu'on a fait à côté, les projets, la vie associative, enfin, tout ce qui peut nous différencier d'un autre candidat. Et c'est ce qui peut faire la différence pour trouver plus ou moins vite un contrat. Ok. Tu peux nous préciser dans quelle entreprise tu es? Et quand vous reprendrez la parole, les apprentis, là, essayez ouais, s'il vous plaît, de nous Moi, préciser. je suis chez Safran Aircraft Engine à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc en région parisienne. C'est un site où on fait de la maintenance de moteurs d'avion. Ok, merci. Alors, Elliot, sur quoi il faut insister? Le conseil, s'il y en a qu'un. Euh, en- je dirais sur le dossier, mais surtout, faut pas hésiter à se lancer et à s'inscrire à la formation. C'est vrai que bon, si vous êtes présent sur ce webinaire, c'est que euh, pour la plupart, vous êtes plus qu'intéressés. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai été conseillé par un prof de BUT génie mécanique. Donc je suis issu d'un BUT génie mécanique. Et ce professeur-là, il m'a dit, bah écoute, tente. On ne sait jamais, hein, sur un malentendu, ça peut passer. Mais ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est que voilà, vous avez différentes écoles d'ingénieurs à droite et à gauche. Tentez. Il y a des places, il y a des opportunités. Il faut les saisir. Voilà. Il faut se lancer. Maintenant, moi, je suis en alternance donc à Supaéro et je suis en entreprise à Airbus en bureau d'études et je m'occupe des performances avions basse vitesse. Voilà, c'est quelque chose de très abstrait, mais il y a des possibilités, donc saisissez-les. Voilà. Voilà, et moi j'insiste, hein, ne vous fermez pas des portes, hein, pas d'a priori. Cette formation, comme on vous l'a montré, hein, elle est faite principalement pour des profils BUT, BTS. Elle est aussi ouverte aux autres profils qu'on vous a montrés. Ben, les BUT, les BTS, elle est faite pour vous. Donc faut pas s'auto-censurer. Ça reste sélectif, puisqu'on a un nombre de places limitées, donc on prendra les meilleurs dans les candidatures, mais il ne faut pas s'auto-censurer. Allez, une dernière intervention c'est Clément qu'on n'a pas entendu peut-être. Donc Clément qui est en première année à l'ESTACA et qui travaille. Je travaille à Airbus Atlantique, donc à Méhout. Et donc je suis dans le pôle génie industriel et je pilote les nouvelles industrialisations sur la 350. Et globalement, mon conseil, bah, ça rejoint un peu ce qu'avait dit Léa et Simon, mais c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Là, dans votre webinaire, vous mentionnez qu'il faut commencer à chercher en mars. En réalité, moi j'ai commencé l'année dernière, le 14 février. C'est là où Airbus lance leurs premières offres. Et c'est là où j'ai commencé. Et grâce au fait que j'ai commencé très tôt, début avril, en fait, j'avais déjà mon alternance. Et donc après, tout ce qui est concours, etc., en entretien, j'étais beaucoup plus serein. Et je suis arrivé à l'entretien avec une entreprise. Et donc je pense que c'est un plus aussi sur le CV et dans l'entretien, en fait, avoir une entreprise, c'est quand même un plus par rapport aux autres candidats qui n'en ont pas. Donc voilà. Ok, ok, merci. Donc on va commencer à à répondre à vos questions. Donc on a plein de questions qui sont tombées. Donc je vais les dispatcher. Alors, vous ne disposez pas d'annales de test, mais avez-vous un niveau requis en maths, anglais, français et sur quel programme allons-nous tomber? Isabelle? Donc, sur l'épreuve de français, c'est des questions d'orthographe et de grammaire et de la compréhension de texte. Et donc, il y a des questions posées sur un texte. Et cette année, il y aura probablement également une partie de rédaction libre sur une question en lien avec le thème du texte.
Sur l'anglais, de la même manière, on va regarder, essayer de jauger le niveau que vous avez à l'entrée, sachant que les scores TOEIC imposés par la commission d'éthique d'ingénieurs sur nos différentes écoles sont entre 785 et 800. Et donc, on veut s'assurer simplement que vous n'avez pas négligé l'anglais toute la scolarité et que le niveau actuel que vous avez vous permettra d'atteindre ce niveau-là en sortie des écoles. Donc, de la même manière, de toute façon, c'est du QCM. Donc, on va tester votre maîtrise de la langue au travers de la compréhension écrite et des règles de grammaire et orthographe anglaises. Et pour les mathématiques, donc, on balaye un certain nombre de thèmes de l'algèbre, de l'analyse, pour de la même manière vérifier la maîtrise de vos outils. Donc, c'est du calcul sans calculatrice sur lesquels le programme est normalement le programme des BUT qui est visé, pas le programme des prépas. Merci. Alors, question suivante. J'ai vu dans le programme de maths appliqué, notamment optimisation et stats, qu'il y a des études de cas. Étant en stage pour une durée de 6 mois aux méthodes chez Airbus, est-ce que nous avons la possibilité d'utiliser nos propres données d'entreprise pour ces projets ou les sujets sont-ils imposés? Alors, je vais répondre pour Supaéro. Sur le cours de maths, clairement, on n'a pas des projets qui sont basés sur ce que vous faites, sur ce que vous faites en entreprise. Donc non. En plus, il faut faire attention parce que ça peut poser des soucis quand vous avez des projets qui viennent de données d'entreprise. Bah, certaines sont confidentielles, etc. Donc là, clairement, la réponse est non, et je pense que mes collègues vous diront la même chose, hein. Isabelle, pareil pour chez vous. Voilà. Donc voilà. Euh, alors, euh, mais c'est pas difficile. Alors, question suivante. Mais c'est pas difficile d'être pris en alternance sans être sûr d'être accepté par l'école. Comment on fait? Alors, comment on fait? Alors, c'est simple, en fait, effectivement. La problématique sur ce type de recrutement, c'est que vous devez être recruté à la fois dans une entreprise et dans une école. Maintenant, si votre projet professionnel est cohérent, bah, vous allez chercher une alternance dans une entreprise, sans doute de l'aéronautique et de l'espace, en disant que vous visez telle école ou telle école, alors en l'occurrence notre formation, mais ne vous contentez pas de postuler sur nos formations, mais une formation qui va répondre aux besoins de la mission dans cette entreprise. Donc oui, c'est difficile parce qu'il faut jouer les deux à la fois. Mais normalement, si vous savez ce que vous voulez faire derrière, vous êtes en cohérence. Et bien sûr, on vous a dit de commencer très tôt à chercher une entreprise, même si vous n'avez pas les résultats de l'école. Ben, c'est simple. Vous vous présentez à l'entreprise que vous cherchez à faire tel type de mission, qui serait sur une formation tel type, et que vous aurez les résultats d'admission un petit peu plus tard. De toute façon, c'est le même cas pour toutes les candidats, quelle que soit la formation. Alors, quel score faut-il obtenir au TOEIC pour avoir le diplôme d'ingénieur? Alors nous, au TOEIC, on est sur du 785. En fait, ce que demande la CTI, la Commission d'études d'ingénieurs, pour pouvoir vous diplômer, le niveau minimum, c'est du B2 et qui se traduit, le minimum du B2 dans le TOEIC, c'est 785. Euh, une question pour Léa, à propos de son recrutement dans une petite entreprise. Léa qui en profitera donc pour nous dire quelle est cette petite entreprise toulousaine. Comment a-t-elle démarché l'entreprise? Comment a-t-elle connu l'entreprise? Oui, donc moi je travaille au sein d'Aura Aero, c'est un avionneur toulousain qui conçoit et produit des avions de voltige. J'ai candidaté en candidature spontanée. J'ai simplement envoyé un mail et avec tout ce qui est lettre de motivation et CV et expliquant ce que je souhaitais réaliser comme mission au sein de l'entreprise, expliquant également donc les concours que je passe et pour quelle école est-ce que je choisissais, enfin est-ce que je faisais ces concours-là. Et Et comment tu l'as connue, cette entreprise, alors, du coup? cette entreprise, je l'ai connue sur LinkedIn. J'ai beaucoup recherché les entreprises qui pouvaient exister dans le secteur et que ce soit pas, enfin je me suis pas juste arrêtée aux grands groupes histoire d'avoir un panel assez large.
Donc effectivement, il n'y a pas que Airbus, Safran et Thales dans la vie. Donc Non. il y a beaucoup d'entreprises, il y a des entreprises plus ou moins grandes. Alors Aura Aero, nous on la connaît bien parce qu'on a un apprenti quasiment tous les ans chez Aura Aero. Donc c'est pas une très grosse boîte, mais effectivement, donc il faut aller rechercher. Il faut pas se contenter des grands groupes. Le travail de recherche pour se faire recruter, c'est un travail non négligeable. Il faut y passer du temps, il faut le faire avec méthode. Merci Léa. Alors, est-ce qu'il y a des options à choisir en but 2 pour avoir plus de chances d'être admis, notamment en but GE2I? Isabelle, tu veux répondre à cette question? Non, elle veut pas. Micro, pas. Pardon, oui, c'est le micro. Désolée. Euh, non, on ne regarde pas forcément la partie options. On va regarder principalement, il ne faut pas se leurrer, hein, les notes que vous avez eues dans les matières scientifiques, dans les mathématiques, dans l'anglais, parce que elles vont correspondre à des choses qu'on va retrouver globalement de votre ancienne formation vers la nouvelle, vers celle que vous voulez intégrer. Donc ça, c'est votre socle de base. Donc, je vais même dire que les notes de SAE, on ne les regarde pas parce que c'est du projet, parce que c'est du travail collectif. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le travail individuel. Donc, on va privilégier l'étude des notes individuelles par rapport à l'étude des notes collectives. Mais a priori, euh, on ne fait pas de sélection sur les choix de parcours que vous faites. Alors, c'est vrai pour le BUT GE2I, puisque la question portait sur le G2I. C'est vrai aussi pour les deux Pour les... parcours du BUT MP. On ne fait pas de Oui, différence sur le recrutement. non. Alors, allez, je vais passer une question pour Annette. Bonjour, en termes de prestige, y a-t-il une différence avec le cursus généraliste? Alors, je vais dire avec les cursus généralistes, puisqu'on a tous un cursus généraliste dans chacune école, et ainsi qu'en termes de salaire à la sortie. Alors, euh, a priori, non. Nous, on ne fait pas de différence entre. Si vous sortez avec un diplôme d'ingénieur de l'ISAE Transmart ou un diplôme d'ingénieur de l'ISAE Coupéro. A priori, en tout cas pour un lancement, il n'y a pas de différence de prestige entre ces deux diplômes euh, et pas de différence de salaire. Alors nous, on n'a pas beaucoup de recul sur l'insertion parce qu'on a qu'une promotion, enfin on a deux promotions de sortie, mais l'enquête d'insertion professionnelle a été faite que sur la promotion qui est sortie en 2024. Ils ont tous trouvé du travail dans les 6 mois. Pour certains, avec de très très belles situations, voilà. Euh, Très variées sur un bureau d'études, mais on a une apprentie qui dirige toute la flotte enfin, de, de Transavia, voilà. Donc, et les postes sont également très variés. Il y en a qui a été général. Alors, bon, après, je ne sais pas dans les autres écoles, mais a priori, le, un diplôme d'ingénieur obtenu par apprentissage est très prisé par les entreprises. Alors, je peux faire un tout petit retour côté super-héros, puisqu'effectivement, nous, on a un petit peu plus de recul. Donc, nous, on a trois promotions qui sont sorties. Comme pour Lancema, la dernière promotion, on n'a pas les résultats sur les chiffres. Sur les deux premières, il y a quand même une petite différence au niveau salaire. Donc, le salaire de la formation généraliste est un petit peu plus élevé. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout que la grande différence, c'est quand même le type de profil. On a un profil d'entrée qui est plus technique et un profil de sortie qui est quand même orienté industrialisation, même si ça va de l'industriel du bureau d'études jusqu'à la production. Et effectivement, sur notre généraliste, on a plus de filières avec des sorties d'études très différentes. On a des filières, je vous le cache pas qu'à Super Héros, il y a plein de gens qui sortent et qui font pas d'aéronautique et qui vont faire du conseil ou de la finance.
qui payent mieux. Donc la différence de salaire, je ne saurais pas vous dire si elle est juste due à cette différence-là, mais il y en a une légère. C'est pas non plus énorme. Et alors pour Submeca, nous, notre première promotion, on vient d'être diplômé, donc effectivement, on n'a pas encore les retours. Sur les quelques situations dont j'ai entendu parler là sur nos jeunes diplômés, les niveaux de salaire sont très satisfaisants. Et de manière générale, puisque nous, on a 2 formations par apprentissage, notre autre formation par apprentissage, elle est ouverte depuis déjà une quinzaine d'années. Et les apprentis sur des postes en France ont toujours eu des meilleurs salaires, en valeur moyenne, hein, bien sûr, que les étudiants. Donc, il y avait toujours, quand on fait, généralement, on ne publie pas hein, sur les résultats des 2 formations, enfin des deux premières, c'est toujours une valeur moyenne qui est affichée, mais quand on regarde dans le détail, nos apprentis sont toujours embauchés avec un petit peu plus que les étudiants, en particulier parce que souvent on leur reprend leur ancienneté. Ou Et une donc partie. tout de suite, ça fait gagner 1 an, voire 2 d'expérience. Donc voilà, on n'a pas forcément les mêmes situations dans nos différentes écoles. Alors, question sur les étudiants étrangers. Les étudiants étrangers résidant en France peuvent-ils aussi postuler? Alors, la réponse est oui. On a d'ailleurs, je pense, dans à peu près toutes les écoles, quelques étudiants étrangers. Alors, la seule difficulté avec les étudiants étrangers, c'est de pouvoir juger de leur niveau par rapport aux étudiants, français. Actuellement, tous les étudiants étrangers qu'on a, ou quasiment, ont passé au moins 1 an ou 3 ans de formation en France. C'est comme ça qu'on peut les juger. Voilà, donc pas de souci. Et peut-être juste attirer l'attention sur la nationalité. Malheureusement, le domaine de la défense, de l'aéronautique et du spatial sont mm, assez restrictifs et certaines nationalités peuvent avoir des difficultés pour être recrutées dans ce domaine-là. Il ne faut pas se fermer les yeux, quoi. Voilà. Donc nous, on se refuse pas a priori de prendre des étudiants d'origine étrangère, mais effectivement, sur la partie recrutement, bah, si vous trouvez pas, de toute façon, vous signerez pas. Si vous trouvez pas l'entreprise, vous pourrez pas signer un contrat avec nous. Comment se passe la mobilité entre les écoles pour les spécialités en troisième année? Annette? Pardon. Alors, donc, au cours de la deuxième année, on demande aux apprentis de se positionner effectivement sur ce qu'ils souhaiteraient faire en troisième année. Est-ce qu'ils souhaitent rester sur le module proposé par les commissions ou est-ce qu'ils souhaitent aller en mobilité? Donc, on leur fait remplir un formulaire à cet effet qu'ils doivent soumettre à leur maître d'apprentissage. Voilà, pour être sûr. Et, l'apprenti en discute avec son maître d'apprentissage. Et ensuite, on a un jury entre les 4 écoles pour arbitrer, pardon, si nécessaire, parce que, bien évidemment, il faut que les mobilités puissent s'équilibrer entre les écoles. Si, par exemple, il y a 5 apprentis qui partent de super-héros, il peut y avoir que 5 qui arrivent, etc. Donc voilà, donc ça dépend vraiment des années. L'année dernière, on avait plus d'apprentis à lancement qui voulaient aller à super-héros que l'inverse. L'année d'avant, c'était le contraire. Voilà, c'est un variable. Et donc la sélection se fait bien sûr en fonction du projet professionnel, de la mission, de l'adéquation de la mission avec les missions proposées dans l'école souhaitée, et aussi, si nécessaire, en fonction des résultats. Si un collègue veut
compléter? Non, je crois que c'est la réalité, c'est bien. Donc effectivement, on a un nombre de places dans chaque école. On travaille à flux constant, enfin à nombre d'étudiants constant dans chaque école. Et donc cette année, effectivement, il y a eu à trancher. Tout le monde n'a pas pu se déplacer. Alors, j'aimerais travailler en bureau d'études dans l'électronique. Me conseilleriez-vous la formation de l'ISAE Supero dans le cadre de cet objectif? Alors, je vais faire deux réponses dans celle-ci. Donc, bureau d'études dans l'électronique, a priori, oui, l'option la plus adaptée serait plutôt sur super-héros, en tout cas, si c'est orienté bureau d'études. Après, ça peut être, si c'est orienté plus euh, production, ça peut être aussi très bien sur les problématiques logistiques, gestion de flux de SupMeca. Donc ça dépend, encore une fois, ça dépend de la mission exacte dans le domaine électronique. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, me conseilleriez-vous la formation super-héros? Oui, mais en fait, quand on va avoir fini le recrutement, chaque école va faire sa liste en fonction des demandes, etc. Et c'est pas parce que un candidat veut super-héros qu'il aura forcément super-héros. Donc vous aurez des résultats d'admission qui dépendront des résultats de l'étude des dossiers. Et tout le monde n'aura pas super-héros, tout le monde n'aura pas l'ENSMA, tout le monde n'aura pas SUMECA. Voilà. Quel est le rythme de l'alternance sur le site de Toulouse? Alors, je vais l'étendre un petit peu. Quel est le rythme de l'alternance en général? Donc, nous, à Supero, on a plutôt un rythme de l'alternance qui est de type un mois et demi un mois et demi, pardon, en entreprise, un mois et demi en académique à l'école sur les 2 premières années. Et puis après, on a un petit peu une période plus grande en troisième année en entreprise pour faire l'équivalent de ce qu'on appelle un stage de fin d'études, c'est-à-dire on a 4 mois et demi, 5 mois sur la dernière période en entreprise pour que l'apprenti puisse passer plus longtemps dans l'entreprise au moment où il est vraiment le plus opérationnel. Donc, je vais passer la main à mes collègues pour leur dire chacun comment sont leurs alternances. Annette, par exemple. Oui, nous, c'est à peu près équivalent. En deuxième année, les périodes sont un tout petit peu plus longues effectivement que la première année. La première année, c'est vraiment un mois et demi d'alternance. Et enfin, également, les plus grandes périodes encore en troisième année, également, pour que, notamment la dernière, pour que vous puissiez faire donc, avec nous. Et alors, à Submeca, de mémoire, c'est un peu plus court. Effectivement, nos rythmes sont un petit peu plus courts. On est sur du 2 semaines sur le premier semestre de la première année. On passe à un mois sur le deuxième semestre et sur la deuxième année. Et en troisième année, a priori, on va changer le rythme d'alternance. On va s'orienter vers deux blocs de 6-7 semaines pour la prochaine troisième année. D'accord. Et Mathilde, du coup, à l'Estaca. Ouais, au sein de l'ESTACA, donc sur la première année, on est sur du 2 semaines, 3 semaines d'alternance. Et puis, les alternances sont plus longues sur la deuxième année avec du un mois. Et classiquement, hein, les 6 derniers mois de la troisième année entièrement en entreprise. Alors, j'ai une question qui sera pour un apprenti. L'un des apprentis travaille dans une entreprise où il effectue une mission sur la maintenance des moteurs. J'aimerais en savoir plus sur ses choix au niveau des filières. Alors, ce qu'on appelle filière, c'est l'option de troisième année. Moi, personnellement, j'ai pas encore vraiment choisi, parce que on découvre plein de trucs en arrivant en première année. Néanmoins, enfin, moi, pour ma part, je travaille dans un bureau méthode où on fait de l'industrialisation. Donc, ça serait plutôt orienté vers cette voie-là. Pour le coup, plutôt à Elisa Supmeca, toujours. Voilà. Donc, encore une fois, vous le savez pas tout à fait parce que le métier d'ingénieur est pas forcément clair pour vous. Simon, ce qu'il fait, c'est de l'industrialisation
pour la maintenance ou la fabrication moteur. Donc, il n'est pas sur du calcul en bureau d'études de performance moteur, il est plus sur l'industrialisation. Donc, si on était plus sur du calcul, on serait peut-être plus sur une option typée en SMA. Il est plus sur de l'industrialisation. Il est sans doute plus sur une mission, sur une option, pardon, de troisième année typée SUPMECA. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder aussi le choix de ces options. Alors, ça fait une heure qu'on est ensemble. Je ne sais pas si on a passé toutes les questions. Alors, allez, j'en ai encore une dernière. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une fourchette de salaire à la sortie du diplôme? Alors la fourchette, je ne l'ai pas. Moi, j'ai les chiffres, parce qu'on m'a donné entre-temps les chiffres de l'enquête premier emploi. Donc on est à 47 000 euros en sortie de super-héros par cette formation ingénieur. Alors 47 000 euros qui comprend toutes les primes, et c'est bien sûr du brut, du brut. Donc voilà, ça vous donne un chiffre. Et puis, alors, on me dit qu'on a plein d'autres questions. Ah si, une dernière, ah, une petite dernière. Allez, pour Annette. Comment faire avec l'expérience internationale et l'alternance? Alors, comment faire, c'est-à-dire, Eh ben, je sais pas, c'est comme ça, mais je suppose que eh c'est. bien, en fait, quand votre entreprise signe la convention de formation, elle sait que vous aurez à passer une période internationale et donc l'obligation de vous libérer. Alors, il y a deux cas de figure, en fait. Il y a soit l'entreprise peut vous envoyer dans une filiale ou dans une entreprise avec laquelle elle travaille, et là peut choisir de vous maintenir votre salaire. Donc, c'est ce qu'on appelle une mise à disposition. Et deuxième possibilité, c'est elle vous libère, mais elle suspend votre contrat. Et dans ce cas-là, vous êtes tout payé. Alors, évidemment, c'est pas pénalisant pour l'apprenti, mais il peut être payé par l'entreprise d'accueil si cette mobilité est dans une entreprise. Et dans tous les cas, il y a des dispositifs d'aide, comme pour les étudiants, mais qui ne se cumulent pas, bien sûr, avec un salaire. Et il y a les opérateurs de compétences qui aident également financièrement pour la mobilité. J'ai répondu à la question. Oui, je pense. J'aurais pas dit grand-chose de plus. Peut-être juste une petite chose. Il y a aussi pas mal de nos apprentis qui partent dans des labos d'université et pas uniquement en entreprise, parce que ils sont attirés par tel pays, donc ils cherchent une université dans tel pays, parce que ils veulent goûter un peu à la recherche, parce qu'il y a un sujet qui les intéresse. Voilà. Euh, Globalement, en majorité, vous n'avez pas tant de mal que ça à trouver entre le réseau de votre entreprise qui peut vous aider, le réseau des anciens élèves qui sont partis les années précédentes, etc. Donc ça se fait bien. Et en général, c'est plutôt une très bonne expérience. Tous les apprentis qui reviennent de leur mobilité internationale en sont en général ravis de leur expérience. Voilà, donc on va clore ce webinaire. Donc, on est content de vous avoir eu. Visiblement, il y a beaucoup, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. Donc, je crois qu'il y a eu un petit message dans le chat pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à nous écrire si vous avez des questions supplémentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver. On fait certains forums d'IUT. On est aussi sur des salons de temps en temps. Mais n'hésitez pas à nous écrire à admission.apprentissage-groupe-isae@isaesupmeca.fr. Ce lien, vous le retrouverez, cette adresse, vous allez la retrouver dans le chat normalement. Et puis de toute façon, sur chacun de nos sites internet, vous avez les plaquettes, d'informations. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite
à candidater le plus tôt possible sur le site de candidature. N'attendez pas le dernier moment. Vous pourrez toujours revenir sur le site pour déposer vos relevés de notes ultérieurement. Donc, vous pouvez faire déjà la phase de candidature dès maintenant. Et puis, en espérant vous revoir dans quelques semaines ou quelques mois aux entretiens. Au revoir. Au revoir.